c'est toujours un plaisir de vous avoir. On a lancé cette saison culturelle avec quelques nouveautés. Vous l'avez sans doute constaté, notamment un nouveau programme culturel sous un nouveau format, beaucoup plus facile à porter et à mettre dans sa poche, avec donc un agenda et puis une thématique qui devient maintenant un peu la marque de notre institut. On essaye d'avoir une thématique transversale par trimestre pour aborder un sujet au travers des différentes pratiques ou des différentes disciplines artistiques, puisque la singularité d'un institut français, c'est de passer du cinéma au théâtre, du théâtre à la danse, de la danse au cirque, du cirque aux conférences, des conférences aux expositions, etc. Donc c'est cette transversalité qui nous intéresse et qui nous permet d'aborder comme ça des thèmes. Alors la soirée de ce soir ne sera pas orientée sur le thème de la saison, puisque le thème de la saison, c'est la part des femmes, même si je suis bien persuadé qu'on pourra faire des liens et que notre intervenant pourrait en trouver. Quoi qu'il en soit, c'est donc dans ce programme culturel, vous le verrez, la place du débat d'idées se renforce encore. Nous avons d'ores et déjà un certain nombre de rendez-vous que vous connaissez, la place des sciences, donc, qui est la première édition de la saison ce soir. Les rendez-vous sur la ville, l'architecture et l'urbanisme avec la revue Architecture du Maroc, les rencontres Architecture du Maroc. Un nouveau rendez-vous qui se met en place progressivement sur les questions de développement personnel, qui s'appelle les rencontres du mois, bibliothérapie, qui fonctionne maintenant depuis 3 mois. Et puis des rendez-vous littéraires qui continueront cette année, bien entendu, avec des découvertes d'auteurs, des découvertes d'ouvrages, qui nous permettront de vous faire découvrir à chaque fois non seulement des écritures différentes, mais aussi des pensées, des discussions, des réflexions que nous mettrons en débat, puisque le grand plaisir de vous accueillir ici à chaque fois dans ces rencontres, c'est le plaisir d'échanger, et vous êtes habitué des questions, et souvent il faut retirer le micro pour vider la salle à une heure pas trop tardive. Et donc c'est pour continuer et multiplier ces temps de rencontre que nous avons construit ce programme. Quelques bonnes surprises aussi pendant ce trimestre. La venue, par exemple, de l'artiste. Ça y est, j'ai mangé. Christo, voilà. Christo qui viendra, donc, vous savez, cet emballeur de monuments et d'espaces naturels qui a impacté des grands monuments à travers le monde et qui nous fera le plaisir de venir courant de la saison. Voilà, je ne m'attarde pas plus sur la présentation du programme, vous le découvrirez dans ce document. Je tiens à saluer une nouvelle fois ce formidable partenariat que nous avons avec l'école centrale Casablanca. Et donc j'ai une nouvelle fois le plaisir d'accueillir non seulement un intervenant, mais je laisserai Rita Lalou, directrice de l'école centrale, le présenter. Et je tiens encore une fois à remercier Rita de ce beau partenariat qui est suivi ici, mais je le rappelle aussi, est suivi systématiquement sur un live Facebook, ce qui permet de retrouver les conférences que vous auriez manquées ou de pouvoir les suivre à domicile quand vous ne pouvez pas venir. Voilà, qui nous permet progressivement de construire à la fois un ensemble de références, de conférences qui touchent à ces découvertes récentes ou ces regards récents de la recherche scientifique qui nous permettent d'avoir un regard différent ou une représentation différente du monde dans lequel nous vivons. Voilà, Rita, je te laisse tout de suite la parole. Un grand merci à toi. Merci Martin. Mesdames et messieurs, bonne année également. Plein de belles choses pour cette nouvelle année. Alors, pour ma part, je suis très, très heureuse de vous présenter une personne pour moi exceptionnelle qui fait partie des êtres exceptionnels et des gens doués. Et quand en général on est très doué, on l'est dans beaucoup, beaucoup de matières et de thèmes et de spécialités. Donc, au niveau de Centrale, on a un réseau qui s'alimente par nos contacts. Zaki Allel, qu'on ne connaissait pas, et que j'ai découvert pour ma part aujourd'hui, est un cadeau du ciel et je suis très heureuse que vous soyez là pour en témoigner. Alors, il a une biblio tellement longue que je vais essayer de la résumer, mais vous allez surtout assister à sa conférence. Donc, Zaki est d'abord médecin, il est artiste, je vous dirai en quoi, il est scientifique et il est entrepreneur. Il est algérien d'origine.
Alors, il a d'abord été connu par ses compositions de piano qu'il a notamment interprétées au Carnegie Hall. Et il a suivi une masterclass en Espagne et à la Royal Academy of Music à Londres et a commencé à composer à l'âge de 15 ans. Donc déjà, faire de la musique, c'est bien. Faire de la très belle musique, c'est exceptionnel. Et composer, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que voilà, on a affaire à un grand, grand monsieur. Alors, il est également connu pour ses activités entrepreneuriales à la Silicon Valley autour des neurosciences, de l'espérance de vie ou de la transplantation et la conservation d'organes. Il est également responsable pour la France de l'Université de la Singularité, qui a été financée par Google à la grande époque du démarrage de la digitalisation et du phénomène numérique, et il vous en parlera bien en détail. Il a obtenu son diplôme en médecine à l'Université d'Oran, mais il a très rapidement effectué des stages à Oxford en neurologie, radiologie et à Harvard en chirurgie, cardiologie. Et au terme de ses études de médecine, il s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale et a créé sa première start-up médicale spécialisée dans les biotech, l'Alliance pour la conservation d'organes. Ensuite, il a décidé de revenir dans son parcours universitaire, dans son parcours d'engagement, dans son parcours de lien. Et ce qu'il m'a expliqué tout à l'heure, c'est qu'il a mis entre parenthèses son parcours entrepreneurial pour essayer de revenir et redonner une partie de toutes ses expertises à l'Afrique, à l'Algérie, au Maghreb, en passant par une étape française où il a représenté l'Université de la Singularité en France. Et c'est là où il a travaillé avec tous les grands politiques français, puis les politiques algériens, et je l'espère, parce qu'on a eu une grande discussion avec tous les politiques et tous les dirigeants de notre monde du 21e siècle en Afrique pour essayer de pouvoir penser la technologie, le phénomène mondial de l'infotech et de la biotech dans une vision éthique. Et il vous expliquera ce que représente l'éthique dans sa vision. Donc voilà, je peux encore vous parler plus d'une heure de son CV, mais le plus important, c'est que vous le voyez et qu'on ait la chance de partager sa vision du monde. Merci beaucoup, Zaki. Merci beaucoup pour cette présentation et permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'avoir invité. Merci à l'Institut français, merci à Centrale Casa de m'avoir invité. Je suis très honoré de faire partie de ce cycle de conférences. J'ai été chaleureusement accueilli, c'est mon premier voyage ici au Maroc. Donc j'espère qu'il sera le début d'une longue série de collaborations et d'échanges. Le but de cette conférence ce soir va tourner autour de vous apporter en quelque sorte une exposition et des réponses à des questions éthiques, et pas forcément en fait de vous donner des réponses profondes aux questions éthiques, mais de vous exposer tout simplement aux différentes questions des convergences technologiques que nous sommes en train de vivre. Nous vivons dans un contexte de révolution technologique que nous vivons aujourd'hui, et j'espère vous fournir une grille de lecture qui va vous permettre de conscientiser et de pouvoir transférer à votre cortex préfrontal la question des technologies. Je pense à la célèbre... donc ça c'est un petit peu le plan, je pense à la célèbre déclaration de l'ancien secrétaire à la défense américain, M. Donald Rumsfeld, qui avait une fois dit « Il y a les known known ». Ce sont les choses que nous savons que nous savons. C'est un petit peu les certitudes. Il y a les known unknowns, c'est-à-dire les choses que nous savons que nous ne savons pas, que nous savons que nous ignorons. Et puis il y a les unknown unknowns,
les choses que nous ignorons. C'est ce que moi j'appelle un petit peu un angle mort, une sorte d'inconscience. Et je continue dans sa déclaration. Et si l'on regarde à travers l'histoire, c'est bien cette dernière catégorie qui a tendance à être la plus problématique. Je vous cite un exemple tout à fait concret. Tout à l'heure, on était en train de discuter d'une rencontre que j'avais eue. J'étais convié à un dîner privé et j'ai rencontré une personne qui était très active dans le monde religieux et théologique, une personne qui a longtemps milité pour le pacifisme et la paix mondiale. Puis il partageait avec moi la situation chaotique qu'on est en train de voir dans le monde, en Europe, en Asie, en Amérique. Et il se plaignait des guerres, se plaignait des déstabilisations d'États par le biais de réseaux sociaux. Il exprimait sa peur de voir disparaître les médecins parce qu'ils allaient se faire remplacer par des ordinateurs. Il manifestait un petit peu sa peur de voir la disparition de la composition musicale parce qu'elle allait être remplacée par la machine. Bref, la modification des gènes, qu'on allait créer une nouvelle espèce humaine. Il mélangeait tout, en fait. Et j'ai trouvé dans son discours, qui était pour moi assez généraliste, son discours ne faisait pas le discernement entre la déstabilisation réelle causée par les technologies, par une immersion de la technologie dans nos vies, et puis une peur, une sorte d'hystérie. Il confondait en fait entre potentiel réel, impact réel, et un potentiel spéculatif. En fait, il manquait de granularité. Cet échange, pour moi, a été en quelque sorte révélateur parce que, d'abord, par le biais de son discours, de sa rhétorique, ce discours avait la même tonalité d'un discours que j'avais entendu en Californie pendant les années, on va dire, entre 2010 et 2012. J'avais entendu le même discours et la même tonalité en France entre 2014-2016. Et là, je pense aux différentes manifestations liées à l'ubérisation, à Uber en France, par la peur engendrée par plusieurs philosophes français qui exprimaient une certaine technophobie. D'ailleurs, le New York Times avait titré en 2016 que 2016 était la pire année de l'histoire moderne pour les États-Unis. Et puis ensuite, j'ai écouté ce discours en Afrique du Nord en 2019. Cette tonalité avait en fait en commun, entre ces trois endroits, une hystérie, une peur profonde, une anxiété, un danger existentiel imminent, mais pas de réponse. Et ce n'est pas cette particularité uniquement. Quand nous regardons de plus près les informations qui font la une des journaux et des médias, les guerres, la pollution, la maladie, la pauvreté, l'inégalité, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi nous sommes devenus très pessimistes, parce que c'est ce qui se fait répéter tout le temps. En fait, ça, c'est le syndrome de la disruption technologique, la panique totale. Il y a un maître hindouiste qui, une fois, avait dit « Quand on souffre, il y a forcément quelque chose que l'on ignore. » D'ailleurs, on le voit en pratique médicale et en psychothérapie. Quand un patient manifeste une souffrance, on va plonger dans son passé, on va plonger dans son historique familial, on va plonger dans son enfance pour un petit peu essayer de comprendre et à lui faire conscientiser, à lui faire prendre conscience des choses qui le font souffrir. Et de manière progressive, étape par étape, sans le brusquer et de manière saine, on va le faire passer du unknown unknown au known unknown, au known known. Et une fois qu'il est dans l'étape de known known, il se sent bien. Il y a un bien-être. Et c'est la marque de la guérison. Eh bien, c'est pareil pour l'humanité, avec la révolution technologique. Cette panique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais à laquelle on n'a pas de réponse, est due au fait que ceux qui apportent les solutions ignorent le grand schéma des choses, ce qu'on dit en anglais « the big picture ». On ignore l'existence d'une matrice qui conduit cette révolution. Nous allons voir qu'il existe une logique, et je vais vous l'exposer, cette grille de lecture,
qui, j'espère, va vous permettre de comprendre qu'il y a une convergence technologique. Nous verrons comment cette peur est due à la déstabilisation passagère, temporaire. Mais parce que aussi, il y a des milliards d'individus, poussés principalement par des milliards d'individus qui subitement ont un pouvoir que seuls les pays et les gouvernements et les chefs d'État avaient il y a 20 ans. En voyant cette matrice, je vous expliquerai un petit peu qu'avec un état d'esprit plus calme, plus serein, plus posé, nous pourrons gérer cette transition-là plutôt que d'être dans un état d'esprit paniqué, paralysé et en conséquence incapable d'agir. Alors, je vais vous montrer un petit peu le plan des choses. Alors, la grille de lecture, elle est sous 3 volets. D'abord, la pensée exponentielle. Ensuite, on passera aux technologies convergentes et je vous expliquerai les 6 effets principaux que nous sommes en train de vivre. Il y a d'abord l'état d'esprit exponentiel. Les humains ont toujours évolué et se sont habitués à une manière de penser et de vivre qui est locale et linéaire. Nous avons tendance à prédire le futur en nous référant au passé. Et nous assumons que l'humanité progresse avec un taux de changement constant, prévisible, c'est la pensée linéaire. Mais les humains ne sont pas équipés de penser de manière exponentielle. Je vous donne un simple exemple. Si je vous dis faites 30 pas, vous allez être capable de prédire que vous allez faire 30 mètres, plus ou moins. 30 pas linéaires. Si je vous dis de faire 30 pas exponentiels, vous allez faire combien? Ça fait mal à la tête. Donc, on n'est pas câblé pour penser de cette manière. Vous feriez 26 fois le tour de la Terre. Le monde d'aujourd'hui n'est plus local et linéaire. Il est global et exponentiel. Et aujourd'hui, les choses changent d'année en année, pas de siècle en décennie. Le monde d'aujourd'hui évalue de manière conforme à une loi qui va faire partie de cette pensée exponentielle dans la grille de lecture, c'est la loi de Moore. Et en gros, la loi de Moore, qui date des années 60, je pense 65, Gordon Moore, c'est le cofondateur d'Intel, le fabricant des processeurs, a remarqué que le nombre le potentiel de calcul des puces électroniques, des cartes mères, des processeurs, doublait chaque 18 à 24 mois et qu'il se réduisait en prix d'un demi. Et donc, ça dessinait une courbe exponentielle. Cette tendance continue à se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Et elle continue à arriver de plus en plus rapide parce que c'est une courbe exponentielle. La puissance de calcul double, le prix baisse par moitié chaque 18 à 24 mois. Et ensuite, ça enclenche un effet qui engendre, plus que les systèmes deviennent puissants et moins chers, plus ils se font adopter et le taux de progrès est exponentiel, et donc les choses s'accélèrent encore. Donc il y a une accélération de l'accélération. En deuxième lieu, il y a la convergence des technologies exponentielles. Alors, pour vous expliquer ce qu'est une technologie exponentielle, les technologies exponentielles comprennent l'informatique, les systèmes des réseaux, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle, la robotique, les systèmes automatiques comme les drones et les voitures automatiques, la biologie numérique, la biologie synthétique, la neuroscience, les biotechnologies. Et si on applique la loi de l'exponentialité, un iPhone aujourd'hui est beaucoup plus puissant que l'ordinateur qui a fait atterrir Apollo 11 sur la Lune. Ça, c'est la loi, ça, c'est la courbe de l'exponentialité. Vous voyez que les ordinateurs se miniaturisent, mais aussi deviennent de plus en plus puissants. Ça, c'est l'évolution des téléphones et des smartphones. Ça, c'est l'évolution des pacemakers. Et justement, la convergence des technologies exponentielles, c'est que, je reviens au plan pour que vous puissiez pas, que vous me suivez.
la convergence des technologies exponentielles a permis de naître les innovations les plus incroyables. C'est à travers l'intersection de multiples technologies exponentielles. Je prends l'exemple de l'intelligence artificielle avec la santé, de l'impression 3D avec la biologie synthétique. Ça crée de nouveaux domaines. Et à mesure que la technologie continue à s'accélérer de façon exponentielle, les interactions entre ces différents sous-ensembles de technologies exponentielles va créer des occasions, des opportunités de dépasser la vitesse qui est déjà fulgurante. Donc on est vraiment dans une logique d'accélération, jusqu'à ce qu'il devienne quasiment impossible, voire très difficile, de prévoir la trajectoire que vont prendre ces interactions-là. Si nous prenons une technologie exponentielle à elle seule, comme l'intelligence artificielle, nous n'allons pas comprendre ce qui est en train de se passer. Il faut voir l'interaction de ces différentes technologies exponentielles. Si nous nous concentrons uniquement sur elles, nous allons perdre pratiquement de vue les vastes possibilités qu'offre la façon dont ces technologies vont interagir et remodeler notre monde. C'est un concept qui est contre-intuitif, parce qu'on est dans l'exponentialité. Mais après tout, on peut aussi, ce que je vous disais, est-ce qu'on peut, si on voit une technologie exponentielle à elle seule, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou est-ce que c'est la biotechnologie? Est-ce que demain, la nanotechnologie aura un impact plus important que l'énergie renouvelable, que les énergies solaires? C'est des questions qui n'ont pas de réponse facile, parce qu'on ne peut pas prévoir l'interaction de ces différentes convergences, de la convergence de ces différentes technologies exponentielles. Cette convergence a causé 6 effets principaux. La règle des 6. Et s'il y a quelque chose pour vous à retenir en partant de cette conférence, ça serait de retenir cette grille de lecture avec les 6 effets principaux. La règle des 6 D. La convergence technologique a fait qu'on vit dans un monde qui est digitalisé, qui est deceptive en anglais, donc trompeur, je dirais, disruptif, dématérialisé, démonétisé et démocratisé. Et je vais un petit peu vous détailler chaque D. Les technologies convergentes ont digitalisé le monde. Je prends l'exemple de l'explosion des capteurs que nous portons qui vous disent le nombre de pas que vous avez fait, du nombre de calories que vous avez brûlées, du nombre de la distance que vous avez faite. Bref, c'est un capteur. Alors imaginez appliquer cette logique de capteur dans une ville. Hier, j'étais avec le chauffeur qui m'avait conduit à mon hôtel. Il me dit aujourd'hui, Casa, c'est sûr parce qu'il y a des caméras partout. Les caméras, c'est des capteurs d'images. Ça a changé la sécurité de la ville. Imaginez des capteurs au niveau satellitaire. Ça a changé le monde de la guerre. Donc, digitaliser le monde. On est arrivé même à digitaliser le corps. Puisque quand vous partez chez un médecin et qu'il vous demande d'aller faire un examen radiologique, vous allez partir chez un radiologue qui va faire une radio qui est numérique. Il va faire un scanner qui finalement, avant on le faisait sur des CD, il le gravait sur des CD. Aujourd'hui, il l'envoie tout simplement par le système informatique de l'hôpital pour que votre médecin référent, initialement, va le revoir. L'autre effet, l'autre D, c'est un effet disruptif. Kodak, qui fabriquait un jour les appareils photo et les pellicules, a complètement disparu parce qu'il y a eu des smartphones qui prennent des photos et parce qu'il y a aujourd'hui le nouveau Kodak, c'est Instagram. Virgin Megastore a disparu pour iTunes. Les cabines téléphoniques ont disparu, laissant place à, je dirais, Skype. Puis même Skype, maintenant, est devenu trop compliqué. On utilise WhatsApp et Viber parce que c'est tout simplement plus pratique. Donc, c'est un effet disruptif qui a complètement rasé des industries et en a créé d'autres. C'est aussi un effet de dématérialisation, dématérialisé,
C'est-à-dire qu'une technologie qui avant prenait des salles tout entières se réduit à ça. Comme je vous disais tout à l'heure, l'iPhone est plus puissant aujourd'hui que l'ordinateur qui a été utilisé pour faire atterrir la mission Apollo sur la Lune. Donc ça vous donne un degré d'importance. Il a aussi démonétisé. On est parti, avant on devait aller à la vidéothèque pour vous regarder des films. Aujourd'hui on peut aller sur YouTube. On payait des cartes prépayées pour appeler à distance, ou on devait aller encore une fois dans des cabines. Aujourd'hui on a des appels gratuits sur Viber et sur WhatsApp. Les systèmes GPS, par exemple, avant étaient utilisés uniquement par les armées pendant la guerre froide, etc. Aujourd'hui, c'est encore là. Mais elle a surtout aussi démocratisé. Les technologies convergentes ont donné le pouvoir aux individus que seuls les chefs d'État avaient il y a 20 ans. Aujourd'hui, un Maasai au fin fond du Kenya a accès à plus d'informations à travers son mobile que le président des États-Unis pendant la guerre froide. Vous imaginez un petit peu la potentialisation des individus. Avec la croissance démographique, on parle souvent de l'Afrique et du Rising Billion, le milliard d'Africains qui vont être connectés. Et là, il y a beaucoup de projets que Google fait pour rendre accessible Internet par le biais de ballons gonflables qui fournissent un Internet gratuit. Ce n'est pas un hasard si Google fournit Internet gratuitement à des zones extrêmement isolées en Afrique. C'est parce que leur connectivité intéresse Google. Donc, ces 6D ont causé des effets que nous vivons aujourd'hui. D'abord, la surcharge d'informations. Le cerveau n'est pas exponentiel, on n'est pas habitué à penser de manière exponentielle, et donc cette surcharge d'informations, due au très fort volume de données qui sont générées, que ce soit par les téléphones, par les capteurs, par la connexion, par les réseaux sociaux, etc., est aujourd'hui quasiment intraitable par les humains. Le volume d'informations qui a été généré ces dernières 48 heures, pendant 48 heures, est aujourd'hui beaucoup plus important que le volume de données générées depuis le début de l'humanité jusqu'à 2012. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on génère plus d'informations en volume 48 heures que toute l'histoire de l'humanité. Donc, cette surcharge, couplée à une croissance exponentielle du progrès technologique et du progrès informatique qu'on a vu avec la loi de Moore. Et puis, ce qui est pour moi le plus important et celui qui fait le plus peur, et c'est ce que cette personne avec qui j'ai dîné, pour moi, exprimait un symptôme pathognomonique pour parler médecine, c'est une augmentation d'un taux de changement et un taux de perturbation et de disruption. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans le monde, on ne fait plus la différence entre état de paix et état de guerre. Ce n'est pas un hasard. La naissance de nouveaux modèles plus efficaces et plus transparents, surtout plus efficaces, s'immiscent dans la société, s'immiscent dans le monde économique, s'immiscent dans le monde politique et font que les anciens systèmes ne sont plus compatibles avec cette croissance-là. Et nous sommes en train de connaître, et nous allons continuer à connaître, que ces systèmes-là vont s'écrouler. Alors, la grille de lecture principalement, donc c'est la pensée exponentielle, les technologies convergentes et ses effets et ses conséquences. Ayant été représentant de l'Université de la Singularité en France, mon travail était surtout aussi de voir comment l'université pouvait aider les décideurs, les politiques, les preneurs de décision à anticiper et à vivre avec cette transformation, à vivre avec cette révolution technologique. Donc la Singularity University utilise la convergence des technologies non pas pour faire peur ou pour déstabiliser, mais pour
pour utiliser l'opportunité de ces interactions entre les différentes technologies exponentielles pour impacter le monde de manière positive. Et leur état d'esprit n'est pas un état d'esprit défaitiste, pessimiste, mais un état d'abondance. Parce que la technologie, parce qu'elle crée de la richesse, parce qu'elle digitalise, parce qu'elle démocratise, elle est capable de créer une démocratisation et une abondance par le biais de la démocratisation. Donc nous partons déjà à la Singularity University, nous partons d'un état positif, d'un état d'esprit positif. Pour un petit peu vous donner un exemple, j'ai vu quelques statistiques. L'espérance de vie humaine a doublé dans le monde, a doublé depuis 100 ans. Et j'ai vu les statistiques au Maroc, par exemple. L'espérance de vie est passée de 43 ans durant les années 50 à 78 ans en 2015. C'est des faits. Il y a eu une réduction de 90% de la mortalité infantile. Il y a eu une réduction de 99% de la mortalité maternelle. Il y a eu une réduction de 20 fois le coût de l'électricité. Et les coûts de transport ont été réduits de 100 fois. C'est une sorte de convergence. L'Université de la Singularité aussi a classé les opportunités, les défis qu'on peut résoudre par le biais des technologies en deux grands pôles. D'abord le pôle des besoins en ressources et le pôle des besoins de la société. Les besoins en ressources, c'est ce qu'on dit l'énergie, créer un monde avec une énergie abondante et accessible, une gestion durable des écosystèmes et de l'environnement, créer des sociétés qui sont habitables avec des abris et des sociétés sûres, une conquête de l'espace, utiliser les technologies pour aller à la conquête de l'espace, notamment l'utilisation d'équipements qui coûtent exponentiellement moins cher, améliorer l'accès à l'eau par le biais d'imagerie satellite, etc. Les besoins de la société sont autres, mais qu'on peut aussi tacler, auxquels on peut aussi s'adresser. Il y a les catastrophes naturelles, il y a beaucoup de startups aujourd'hui qui utilisent les drones pour donner des cartographies de sites après tremblement de terre, après inondation, améliorer la santé, et d'ailleurs je vais un petit peu m'approfondir sur le côté de la santé dans un moment, l'accès à l'éducation, vivre dans un monde plus sécurisé, etc. Et en croisant ces secteurs, les technologies convergentes aussi, nous finissons par avoir des solutions très intéressantes. C'est-à-dire que si on croise une technologie exponentielle avec un besoin, je prends l'exemple de l'imprimante 3D avec la médecine. Aujourd'hui, il y a tout un monde qui s'appelle l'impression des organes qui permet de résoudre, et du moins s'adresser à la problématique de l'accès aux dons d'organes, l'accès aux organes. Donc c'est la combinaison des imprimantes 3D et de l'ingénierie tissulaire, pour être bien précis. Donc, association technologie exponentielle, domaine. Association de l'impression 3D avec la conquête de l'espace, c'est ce qu'une start-up qui est née à la Singularity University, qui s'appelle Made in Space, et qui imprime des composantes, qui s'est spécialisée dans l'adaptation des imprimantes 3D dans les conditions de zéro gravité. Et donc, elle a envoyé une imprimante, et c'est la Station spatiale internationale aujourd'hui a une imprimante 3D qui est adaptée aux conditions zéro gravité et qui permet aux astronautes de pouvoir imprimer des pièces s'ils ont besoin, parce que ça prendrait trop longtemps de recevoir une cargaison depuis la Terre. L'association de la réalité virtuelle avec la santé, ça existe déjà, c'est en cours d'implémentation, en tout cas c'est en cours d'utilisation dans plusieurs centres et hôpitaux, dans le cadre de la psychothérapie, ce qu'on appelle une psychothérapie immersive, par degré, où des soldats, des anciennes victimes de terrorisme, de catastrophes, qui ont été traumatisés par ces événements, refont face à ces événements-là en mettant un casque de réalité virtuelle et qui sont immergés dans ces environnements-là.
Donc bref, il y a beaucoup d'intersections que je pourrais vous citer, extrêmement intéressantes. Dans le monde de la santé, aujourd'hui, on arrive à voir à l'intérieur du corps, sans même toucher le corps, on arrive à faire de la chirurgie avec des robots qui sont extrêmement poussés, qui ne font même pas transmettre les vibrations des doigts. Le chirurgien opère par le biais d'un bras robotique. La médecine régénérative aujourd'hui est capable, il y a des essais cliniques avérés où on a pu rendre la marche à des handicapés. On est capable de rendre un sourd, rendre l'audition à un sourd. On est capable de rendre un aveugle, on est capable de rendre la vision à un aveugle. Il y a des prothèses du futur qui aident les handicapés à marcher, et la combinaison de l'informatique médicale avec l'intelligence artificielle, avec la génomique, permet aujourd'hui de donner des traitements qui sont personnalisés aux patients. C'est un petit peu ce qui se passe en termes de convergence. Je vous cite l'exemple de ma start-up, l'Organ Preservation Alliance. Ça a été l'alliance, ça a été la convergence du monde de la santé et de la transplantation médicale avec le monde de l'impression 3D et de l'ingénierie tissulaire. Il y a d'autres qui ont décidé de ne pas faire imprimer des organes parce que ça serait trop compliqué pour eux, mais ils se sont mis d'accord avec nous pour être une autre partie de la chaîne d'innovation. Ils nous ont dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est quand vous allez imprimer ces organes, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une technologie qui nous permet de les stocker pendant des décennies, voire des vingtaine, trentaine d'années. Aujourd'hui, on ne peut pas stocker un organe plus de quelques heures. Quand vous voyez comment une transplantation normale a lieu, il y a un receveur qui est en train d'attendre, et au moment, il est sur une liste d'attente, et au moment où on l'appelle, on lui dit, il y a un donneur qui est peut-être décédé. On prend l'organe, on collecte l'organe de ce donneur, on a une course contre la montre pour aller chez le receveur. Parce que le cœur qu'on a prélevé, ou le rein, ou le foie, va s'endommager après quelques heures. Et donc, ces gens-là nous ont dit, ce qui nous intéresse, c'est quand vous avez fabriqué des organes, on va être capable de les stocker. Et donc, ça allait créer quoi? Ça allait créer des banques d'organes. Et la vision est que, quand une personne naît, on va être capable de prendre ses cellules souches, on va être capable de créer ces organes, on va être capable de les stocker, et au moment où elle va en avoir besoin, si elle a une maladie chronique cardiaque, ou si demain elle a un accident, ou si demain elle a 93 ans et elle veut réimplanter son cœur de sa vingtaine, elle peut le faire. Donc c'est un petit peu cette vision de convergence pour solutionner les problèmes. Mais il y a aussi, au-delà des opportunités, je vous ai cité, donc parlé un petit peu sommairement de la médecine, il y a aussi les menaces. Il y a des menaces qui sont assez sérieuses, et c'est ce qu'on appelle les technologies à double usage. Nous voyons que les technologies émergentes ont des fins. Un drone, récemment, pour prendre un exemple de l'actualité, un drone a été utilisé pour tenter d'assassiner le président vénézuélien. Un drone qui était chargé d'explosifs. Donc, il a été avéré que certains groupes s'intéressaient à créer, par le biais de modifications génétiques, s'intéressaient à créer des bactéries qui étaient résistantes aux antibiotiques. Donc c'est une véritable menace à l'humanité. C'est ce qu'on appelle le double usage. Et il y a d'ailleurs une citation d'un des pères fondateurs américains, James Madison, qui avait dit si les êtres humains étaient des anges, Dieu n'aurait pas créé des gouvernements. Et d'où ma conviction aujourd'hui de l'importance des philosophes et des régulateurs. Et quand je dis régulateurs, c'est-à-dire l'État. Il devient important aujourd'hui d'avoir une réflexion éthique par le biais de scientifiques, mais aussi de philosophes, et de régulation par le biais de l'État et d'agences liées à l'État, afin d'assurer une renaissance humaine capable de redresser le monde incertain dans lequel nous vivons. Je suis un fervent croyant du rôle que l'État doit jouer, contrairement à certaines idéologies qui disent que l'État ne doit plus exister, c'est le citoyen qui doit être porté par la technologie. Nous le vivons de toute façon, nous le voyons dans les médias.
Il y a toute cette hystérie autour des potentiels risques qui sont liés à la technologie. Je peux vous citer plein. Un des plus connus, c'est la technologie CRISPR, qui est une technologie qui permet de faire de la modification du génome directement, c'est-à-dire d'insérer des morceaux ou de supprimer des morceaux. Le problème qui se pose, c'est que des Chinois l'ont fait non pas sur des cellules somatiques, c'est-à-dire des cellules du corps, mais sur des cellules germinales, c'est-à-dire sur des cellules qui vont porter ce changement dans les lignées descendantes. Ils l'ont fait avec une bonne intention, je pense, parce qu'au départ, ce que les Chinois cherchaient à faire, ça c'est tout récent, c'est la fin 2018, ce que les Chinois cherchaient à faire, c'était de créer des bébés qui allaient être immunisés contre le sida, le virus du VIH. On a remarqué, les scientifiques ont remarqué que les cellules immunitaires qui ne contenaient pas un certain récepteur, qui s'appelle le récepteur CCR5, ou étaient malfonctionnants, étaient résistantes au VIH. Donc les Chinois se sont dit pourquoi pas modifier le génome pour que la partie qui code pour ce récepteur dans les cellules immunitaires, on va le faire taire, on va dire, pour qu'il ne s'exprime pas, pour que les patients n'aient pas ce récepteur et pour qu'il soit résistant. Le problème qui se pose, c'est qu'on est très loin de comprendre encore le rôle de la génomique, le rôle de l'ADN, le rôle de tous ces morceaux-là. Le gène qui code pour le CCR est impliqué dans la mémoire, est impliqué dans le mouvement. Et donc toucher au CCR, au gène qui code pour le CCR, serait touché à ces fonctions-là, parfois sans même le savoir. Et il y a beaucoup d'autres controverses. Les armes militaires de pointe, notamment l'utilisation des robots. Est-ce qu'on doit aujourd'hui, il y a des questions qui se posent légitimes, qui disent est-ce qu'on doit autoriser un robot à tuer ou pas? Est-ce qu'on doit autoriser un programme, un algorithme à faire la distinction entre une mauvaise personne et une bonne personne? Les militaires font très attention à ça. Tous les drones sont pilotés par quelqu'un qui est derrière. C'est un petit peu aujourd'hui, de toute façon, tous les avions récents en tout cas ont le mode autopilote, mais aussi ont un pilote qui est derrière. Et donc, l'application militaire, effectivement, est sujette à beaucoup de controverses. Les drones qui livrent des charges inconnues. Demain, vous recevez un drone qui débarque de nulle part, vous ne savez pas d'où est-ce qu'il vient, il connaît votre position GPS, il vous livre un paquet et puis il repart. Vous ne savez même pas d'où est-ce qu'il est venu. La bonne application, c'est que Amazon peut l'utiliser parce que tard le soir, vous avez besoin d'une boîte de paracétamol et puis vous ne pouvez pas sortir parce qu'il fait très froid ou parce que vous n'avez pas moyen. Il y a eu des essais, je crois, en République démocratique du Congo, si je ne me trompe pas, pour la livraison de vaccins en utilisant des drones. Ça a été fait localement, par des drones qui étaient fabriqués localement. Mais aussi, on peut l'utiliser pour assassiner un président. Les algorithmes aussi, il y a des questions légitimes. Les algorithmes ont-ils le droit de stéréotyper? Ont-ils le droit de ne pas d'être des boîtes noires? Avons-nous le droit d'accéder au code des algorithmes? C'est des questions qui sont tout à fait nouvelles. Et donc, qu'allons-nous faire? Il y a les bonnes applications, les mauvaises applications. Le fameux, en anglais on dit le so what, puis après. Moi je crois que la meilleure façon de créer, de prédire l'avenir, c'est vraiment de le créer nous-mêmes. Jusqu'à ce jour, la révolution technologique a été d'ordre technique, avec un impact social, économique et éventuellement politique qui a été disruptif. Mais cette révolution a besoin d'un aspect humain. Nous avons besoin d'éthique, nous avons besoin de régulation afin d'assurer cette renaissance humaine. Moi, ce que je considère vraiment qu'on vit dans le Moyen-Âge de la révolution technologique. Les smartphones ont rongé notre système d'attention. On a prouvé que les enfants qui sont nés après les années 2005-2006 ont une zone du cerveau qui est
qui est chargée du contrôle du pouce est beaucoup plus importante que nous. Instagram, aujourd'hui, il y a des études très sérieuses qui démontrent que Instagram joue un rôle extrêmement important de causalité qui cause la dépression chez les adolescents, par effet de comparaison, etc. Donc il y a une émergence, un domaine tout à fait nouveau qui est neuf, c'est l'éthique numérique, qui est pratiquement le domaine qui étudie la façon dont les technologies façonnent et va façonner notre monde et notre existence d'un point de vue moral. Et c'est un domaine qui est en pleine expansion. J'avais longuement discuté avec l'ancien ministre de l'Éducation, M. Luc Ferry. On a beaucoup débattu sur ces questions-là et on avait longuement, on s'était approfondi sur la thématique et on était arrivé à un consensus où il faut effectivement plus de philosophes, plus d'humanistes. Car aujourd'hui, il ne faut pas oublier que cette révolution, qui est technique, est portée par des mouvements idéologiques, principalement les transhumanistes. C'est un mouvement idéologique qui prend la supériorité de la machine. Et ils ont produit beaucoup de contenu technique, souvent publiant des publications, des découvertes qui sont beaucoup trop tôt. Vous le voyez, une machine qui a battu quelqu'un aux échecs. D'accord, très bien. Mais est-ce qu'elle... Demain, une machine ne va pas prendre le pouvoir sur un être humain, ça je vous le dis. Parce qu'on n'a pas encore compris la question de la conscience. On n'a pas encore compris comment un cerveau fonctionne. Zuckerberg qui fait une déclaration que demain on va être capable de communiquer par télépathie. Facebook n'a pas été capable de prédire l'ingérence russe. Je ne pense pas qu'il va être capable de décoder le cerveau. Et puis même si techniquement on arrive à voir aujourd'hui avec l'IRM fonctionnel ce qui se passe à l'intérieur du cerveau, on va être peut-être capable de l'enregistrer aussi, on va être capable de le transmettre. On ne connaît aucun mécanisme aujourd'hui pour faire interpréter ce qu'on a enregistré dans un cerveau d'une personne qui reçoit ce message enregistré. Donc la télépathie, ce n'est pas pour aujourd'hui. Donc ces déclarations qui attirent l'attention, ça fait partie d'une stratégie marketing, de toute une idéologie. Ça, il faut prendre bien conscience de ça. Mais il reste des défis, parce que le progrès technique nous offre les opportunités comme nous l'avions bien vu. Donc c'est un débat, pour moi, qui est un débat qui est d'ordre... c'est un débat, de par sa nature, est déjà un débat sensible, parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux géopolitiques qui dépassent le simple cadre moral. Il est difficile de concilier philosophie morale et politique. Et dans le meilleur des cas, un consensus va être très difficile à trouver. Les Chinois ont finalement fait leur modification du génome, même si tous les scientifiques occidentaux se sont été scandalisés. Vous allez faire quoi? Et donc, aujourd'hui, c'est l'important, un des messages importants est de savoir que ce débat a une dimension culturelle, a une dimension idéologique, et que les philosophes et les humanistes et l'État ont un rôle important de créer une sorte de révolution technologique de manière qui soit conforme à la culture marocaine, à la culture maghrébine, à la culture africaine, à la culture francophone. Et d'ailleurs, c'est ce que la France fait bien depuis les années 2015-2016. J'avais fait un débat avec Monsieur Luc Ferry en 2015 et la vidéo elle est sur YouTube. J'avais annoncé, c'était enregistré. J'ai dit le prochain président de la France va être celui qui comprend le numérique, qui va être pour les startups. 2 ans plus tard, c'était le cas. La France a créé des commissions au Sénat, au Parlement, qui étudient les détails de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est une sorte de culture française du numérique. Il faut une culture marocaine du numérique qui soit conforme à l'identité marocaine.
Je peux plonger dans des détails, je ne sais pas si on a encore le temps, 5 minutes. Donc pour faire la conclusion, je pense que s'il y a des choses à retenir, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait savoir que nous vivons dans un monde qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Il faut bien le noter. Unique dans l'histoire de l'humanité. Et que nous avons la responsabilité en tant que génération de construire ce futur. Il devient nécessaire de prendre du recul et de voir le grand schéma des choses en utilisant justement, en prenant conscience, en utilisant la grille de lecture et de réfléchir à ce qui est bon pour l'humanité. Clairement, les discussions d'ordre éthique, d'ordre politique ne feront jamais consensus. Elles risquent même d'engendrer des conflits. Mais il faut comprendre que par le biais de la grille de lecture, les choses vont plus rapidement, sont moins chères et plus puissantes. En soi, c'est un stress perturbateur ou une opportunité, selon votre point de vue et votre état d'esprit. Pouvoir aussi changer d'état d'esprit pour penser de façon exponentielle est la clé pour comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et c'est justement la clé de passer du unknown unknown à known known. Et au pire des cas, à known unknown. Mais pas rester complètement inconscient à ça. Donc, s'il y a des choses à retenir, c'est la loi de l'exponentialité et la loi de Moore, l'accélération et la convergence des technologies, et les effets rencontrés, la règle des 6D. Ces développements et ces convergences représentent des opportunités de développement de l'humanité, mais des risques liés à leur double usage. Et justement, c'est le rôle des philosophes et à l'État de jouer un rôle primordial dans cet accompagnement. Et donc, si vous avez des questions, je serai très ravi de les prendre. Mais avant ça, je vais un petit peu briser la glace et je vais me mettre au piano pour jouer un ou deux morceaux. Et ensuite, on entamera, si vous permettez, la session des questions-réponses. Le premier morceau s'intitule Nostalgie. Et c'est un morceau c'est une valse qui raconte la nostalgie d'une histoire d'amour.
C'était nostalgique. Le deuxième morceau s'appelle Dancing Star et c'est un morceau qui parle d'une histoire de constellation d'étoiles et d'une danseuse étoile. C'est un morceau qui est très complexe, mais qui raconte en fait une déchirure, une déception, et puis qui finit par une note d'espoir.
Bonsoir. Merci pour la conférence. C'est très intéressant et enrichissant. Je voudrais juste revenir sur la règle des 6D. J'ai noté que 4. Vous n'avez pas noté les deux. Alors, c'est démocratiser, dématérialiser, digitaliser, démonétiser, disruptif, déceptif. Je ne sais pas si c'est les deux que vous avez ratés. D'accord. Parfait, merci. Je vous en prie. Non, j'ai rien oublié. Alors, moi, je suis sous l'émotion. Vraiment, je te remercie pour cette belle richesse. Donc, déjà, on a vécu cet esprit exponentiel avec plusieurs... on a parlé de plusieurs domaines, la technologie qui est rythmée avec la belle musique. Donc, vraiment, merci à Lel. Alors, ma question, c'est... je vais revenir un petit peu à l'État qui doit jouer son rôle de régulateur. Actuellement, je vois par exemple tellement la technologie progresse d'une manière exponentielle. Si on parle par exemple de la crypto-monnaie actuellement, du Bitcoin et tout. Et en même temps, ces gens qui créent ces technologies sont en train de développer beaucoup de... Ils verrouillent leur création, c'est-à-dire on n'arrive pas à accéder à leur algorithme, à leur code. Ils sont très très excellents dans tout ce qui est cryptographie. Donc moi je me demande, même si par exemple le régulateur aujourd'hui au Maroc qui a interdit le Bitcoin, comment il peut par exemple suivre si on adhère, on n'adhère pas. Donc c'est ça ma question. En fait, je souris parce que tout ce qui est crypté peut être craqué. Ça, c'est le point de départ. L'État, il y a eu un cas très intéressant par rapport à justement la crypto. Je ne sais pas si vous vous rappelez des attaques de San Bernardino en Californie. Il y avait quelqu'un qui est un terroriste avec son épouse avait commis une attaque en Californie. Et en fait, il y avait des détails de communication entre lui et apparemment des complices qui étaient sur son iPhone. Et donc, le FBI qui était chargé de l'enquête avait contacté Apple pour avoir les clés pour décrypter l'iPhone et pour avoir accès au téléphone. Apple a officiellement refusé. Et c'est quelque chose qui avait retenu mon attention parce que généralement, si l'FBI fait une demande, elle le fait par écrit et elle le fait directement à la direction d'Apple. Pourquoi Apple avait médiatisé? Et on était dans une logique de politique domestique américaine où les entreprises généralement tiennent à ce que l'État forcément ne les réglemente pas, ils tiennent à leur autonomie et à leur indépendance, et avaient décidé de médiatiser. Et finalement, ils avaient refusé, Apple avait refusé, mais l'FBI avait trouvé un autre moyen. Donc, en termes de chiffrage et de crypto, pratiquement tout est craquable à partir du moment, bien sûr, c'est qui détient ces technologies. On a vu que la Chine est en train de développer des ordinateurs quantiques qui sont capables aujourd'hui de craquer n'importe quel chiffrage. Donc on est même allé, en termes exponentiels, on est dans une autre étape où même le chiffrage actuel qu'on utilise, les applications de messagerie qui vous disent que c'est crypté, c'est sécurisé, mais à quel niveau? Si demain, l'armée chinoise a bien envie de savoir ce qui se passe dans votre téléphone, je ne pense pas que ça va être trop compliqué pour eux. Si c'est votre voisin qui est un peu trop curieux, il ne pourra pas. Donc, les monnaies, alors pour revenir à votre question en termes de monnaie, je pense que ça viendra. L'État, tôt ou tard, aura accepté la blockchain à partir du moment où cette technologie n'est plus une menace pour l'État. Voilà. Merci beaucoup. Je vais juste terminer par un constat. Quand vous avez parlé de la technophobie, alors j'avais assisté à une conférence. Là, on parlait de ces avancées technologiques et les conséquences sur l'emploi. Au contraire, je ne me rappelle pas des statistiques, mais je crois qu'en Chine, il y a une réduction de chômage d'un taux de plus 60% qui est due grâce à l'avancée technologique. Parce que 90% des emplois de demain ne sont pas créés aujourd'hui. Donc au contraire,
la technologie ou les avancées technologiques pourront être une opportunité, mais pas une menace. Absolument pas. Concernant la question de l'emploi, il y a de plus en plus de rapports qui se font qui disent que clairement la technologie ne fait disparaître certains emplois, mais aussi crée des nouveaux en termes de données, gestionnaire de données, en termes de... C'est vrai que les métiers qui sont automatisables vont effectivement disparaître, mais je pense, contrairement à certains qui disent, un médecin ne va jamais être remplacé. On a créé des robots chirurgicaux qui ne seront jamais capables de remplacer un chirurgien. Ils vont l'augmenter, ils vont l'assister, ils vont l'aider, mais ils ne le remplaceront jamais. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles seul un être humain, il opère, et puis il y a une complication soudaine, c'est à lui d'arranger ça. Il y a des métiers dans la médecine qui peuvent être remplacés, qui sont à la menace, notamment les radiologues. Encore une fois, on revient à l'intuition du médecin quand il voit une image, il voit le cliché, mais ça lui dit autre chose parce que quand il a vu le patient en vrai, ça lui a insinué autre chose. Il a cette intuition-là, cet art, cette humanité qui fait que certains métiers ne disparaîtront pas. Ouais. Alors, je pense qu'on a compris dans votre présentation la conviction finale que vous mettiez en face des risques de la convergence des technologies, qui est l'éthique. Mais dans ce concept, vous avez évoqué plein de choses tout au long de la deuxième partie de votre présentation. Vous parliez de morale, vous parliez d'éthique propre à chaque région, à chaque culture, à chaque spécificité locale. Vous parliez parfois d'une éthique qui n'est pas celle, par exemple, des Chinois dans la transformation génétique. J'ai cru comprendre en plus à travers nos discussions qu'on est plus dans un concept idéologique réhumanisant ou redonnant la place à l'humain dans ce dispositif technologique qui ne doit pas rester une science dure. Donc ma question c'est, est-ce que c'est possible d'imaginer une éthique qui soit une éthique locale ou une éthique régionale qui est liée à une histoire, à une croyance, à un ensemble de spécificités régionales pour gérer le monde, puisque si d'un pays à l'autre, d'une frontière à l'autre, d'un continent à l'autre, ces éthiques sont contradictoires, on va rien gérer du tout, au contraire, on va rentrer dans d'autres types de conflits qu'on n'a jamais eu encore l'occasion de faire par le passé. Ces conflits vont être de toute façon, il y aura certains conflits dus à des valeurs et à des cultures et des valeurs morales qui sont contradictoires, comme c'était le cas de l'exemple de la Chine avec la modification du génome. Mais il y aura place à des innovations qui vont être spécifiques à des cultures locales. J'ai vu des endroits, notamment en Égypte, en Algérie aussi, où au départ, quand ils avaient créé ces applications de livraison à domicile, incluant les clones d'Uber, excusez-moi, la population, les clients, payaient en espèces, parce qu'il n'y avait pas de culture d'utiliser les cartes en plastique, il n'y avait pas une culture d'utiliser le système bancaire, parce que la réglementation n'était pas assez avancée. Et ça ne représentait aucun problème pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui commandaient, imaginez, vous commandez chez Amazon, vous recevez votre colis et vous payez le livreur. Vous imaginez le risque pour le vendeur. Et ça se fait normalement dans ces pays. Donc il y a aussi des choses qui paraissent inconcevables en Europe ou aux États-Unis. Amazon ne ferait jamais ça. Pour le paiement en espèces, par exemple. Dans des cultures, ça se fait. Mais il n'est pas à exclure qu'il y ait effectivement des conflits qui sont dus à des choses beaucoup plus high level, plus importantes, sur des questions beaucoup plus sensibles, comme la modification du gène. Cependant, je pense que les principales puissances du monde aujourd'hui prennent de l'avance et essayent de régulariser ces questions. Il y a eu un rapport qui est public, qui est publié chaque année, publié par les Américains, qui s'appelle le Worldwide Threat Assessment, l'analyse des menaces mondiales par année, et CRISPR figurait parmi ces listes. Ils analysaient toutes les menaces mondiales, partant de la Russie, de la Chine,
à l'Iran, au Venezuela, au CRISPR. Et dans ce rapport, il était explicitement détaillé que CRISPR ne représentait pas une menace immédiate, parce que la précision chirurgicale clamée par ces inventeurs n'était pas au rendez-vous. Et ça, c'est le rôle des médias, par exemple, qui créent cette hystérie, qui créent ces annonces qui sont beaucoup trop prématurées. Et en conséquence à ça, il y a eu des commissions qui ont été créées. Par exemple, je parle pour les États-Unis parce que je connais le cas précisément. Il y a eu des commissions qui sont chargées de suivre ces questions de CRISPR, d'intelligence artificielle, et passent par des canaux onusiens, par des canaux diplomatiques de droit international pour bloquer ça. Après, vous me diriez, la Chine peut bien dire, bon, un petit peu, je m'en fous du droit international et je vais faire ce que je fais. Ils le font déjà avec d'autres thématiques qui n'ont rien à voir avec les technologies. Et c'est la source de tensions et de conflits, bien sûr. Et ça, c'est inévitable. Voilà. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation, très enrichissante. En fait, moi, j'ai une remarque ou une question, je ne sais pas. J'ai été retenu aussi par le terme exponentiel que vous avez utilisé, notamment par rapport aux technologies. Ça m'a fait penser aussi à une évolution exponentielle des inégalités au niveau mondial. Et je me dis, donc, vous avez parlé d'optimisme, finalement, maîtriser un peu, assimiler toute cette évolution technologique. Mais comment rester optimiste en voyant qu'aussi il y a cette évolution des inégalités. On parle même, que si cette tendance est maintenue, à ce qu'une personne détienne 50% des richesses mondiales. Alors, je ne sais pas, ça fait... Les inégalités, c'est une thématique qui ne date pas de la révolution technologique. C'est une thématique qui a toujours existé, la lutte des classes, le capitalisme versus communisme, c'est en fait une guerre idéologique par rapport au système d'organisation des classes. Donc, c'est une problématique qui va être inévitable. En fait, on a aujourd'hui l'existence d'une classe qui détient ce que je vais appeler un capitalisme de l'information, qui détient des données. Sur vous. Si ce n'est pas sur vous, par le biais des réseaux sociaux, je cite juste l'exemple des réseaux sociaux, si ce n'est pas vous, c'est votre voisin, et arrive à prédire que vous étiez dans cette conférence parce qu'un ami en commun était présent dans cette conférence et parce que vous aviez échangé par le passé sur ces thématiques, va pouvoir prédire que vous étiez probablement ici. Et donc, c'est une sorte de capitalisme d'information, ils détiennent ces informations, mais aussi l'État, encore une fois, a un rôle prépondérant à jouer dans la modération de ces luttes. Tout juste récemment, le Congrès est en train de complètement revoir la politique de gestion des données de Facebook, par exemple, parce qu'ils ont eu un gros souci avec les élections de 2016. Les données des utilisateurs avaient été utilisées pour d'autres fins, et c'était, encore une fois, un angle mort, un unknown. Personne ne faisait attention à ça. Et ça a fini par causer un gros dégât. Et encore une fois, c'est les crises qui représentent aussi des opportunités. Donc, la lutte des classes, je pense qu'elle va, selon moi, va toujours être existante et va toujours être perpétuelle. Et tout dépend aussi par secteur. Si on prend, par exemple, dans la médecine, il y a aujourd'hui des thérapies qui sont extraordinaires. Il y a des thérapies cellulaires qui permettent aux aveugles de retrouver la vue. Ça coûte $600 000 par œil. C'est 1,2 million de dollars pour retrouver la vue. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Non. Comment on va trouver les mécanismes pour financer tout ça s'il y a un système de santé sociale? C'est des questions auxquelles il faudra s'intéresser et auxquelles on n'a pas de réponse. Donc je pense que les questions éthiques, effectivement, je clusteriserai ça en deux aspects. D'abord l'aspect sociétal, notamment les inégalités. Il y a aussi les tabous. Les dons d'organes, ça passe pas dans tous les pays du monde.
la modification génomique peut être prohibée par telle ou telle religion, etc. Et puis aussi, il y a les questions éthiques d'ordre, je dirais, technique et économique. Oui, je pourrais clusteriser ça comme ça, mais les inégalités, ça va persister, pour répondre au cours à votre question. Parce que, excusez-moi, parce que c'est utopique et que c'est la nature de l'être humain. If humans were angels, God would not have created government. Si les êtres humains étaient des anges, Dieu n'aurait pas créé de gouvernement. Bonsoir, merci pour encore une fois cet exposé très riche et pour cet interlude musical très, très frais. J'avais quelques petites questions pour vous. Déjà, en fait, si vous pouvez nous définir ce que c'est que la singularité, ça m'intéresse. Et plus particulièrement, s'il y a un lien, et puis si oui, lequel, entre la singularité et le mouvement transhumaniste. Et j'aimerais bien avoir votre point de vue sur le revenu universel. En fait, c'est un peu en lien avec l'une des questions précédentes. Une disruption qui a des conséquences sociales, avec peut-être des emplois qui seront perdus. Certes, il y a cette vision schumpeterienne qui voudrait que de nouveaux métiers seront créés. Certains seront peut-être difficilement transférables vers de nouveaux emplois numériques. Une grande hypothèse est cette exposée qui voudrait qu'un revenu universel sponsorisé par les plus riches pour soutenir un peu, assister entre guillemets les moins aptes. Si vous pouvez nous en dire un peu quelques mots, est-ce que vous en pensez? Merci. Absolument. Bon, sur le revenu universel, je ne pourrais pas me prononcer parce que je ne me suis pas penché sur la question et pour vous répondre de manière crédible et sérieuse. Sur la singularité, est-ce que vous parlez de l'université de la singularité ou vous parlez du concept de la singularité technologique? Alors, le concept de la singularité technologique dit que l'accélération de l'accélération va atteindre un point où tellement c'est exponentiel et imprévisible qu'on va arriver à la fusion entre l'homme et la machine. Et que l'homme va être dépassé par la machine. Ma vision personnelle est que cela est entre fantasme et idéalisme. Pourquoi? Parce que pour partir du postulat qu'une machine va devenir consciente, il va d'abord falloir comprendre ce qu'est la conscience. Est-ce que la conscience, les philosophes débattent dessus débattent dessus et ne sont pas d'accord sur la définition même de la conscience, c'est qu'il y a ceux qui disent que la conscience est la définition matérialiste, c'est que la conscience est quelque chose qui se trouve à l'intérieur du cerveau, et d'autres qui disent que la conscience est quelque chose de primaire, de primordial, tout comme la gravité. Et donc, les transhumanistes, qui est le mouvement qui est pour la singularité, qui est le mouvement qui dit que l'homme va évoluer à une machine, est pour moi un mouvement matérialiste parce qu'il dit que la conscience naît des échanges neuronaux. Si on part dans ce postulat, si on part en acceptant que la conscience est part des échanges neuronaux, qu'elle se trouve, elle est basée dans le cerveau, comment vous allez d'abord... il y a des questions fondamentales auxquelles il faudra bien répondre et auxquelles personne ne répond. C'est de dire, OK, on va trouver un mécanisme, on n'a pas encore l'outil, mais la technologie exponentielle va être capable de sauvegarder cette conscience. Quand on va la dupliquer, la mettre dans une machine, est-ce que votre première conscience va exister ou pas? C'est une question qui se pose. Autre question qui se pose, est-ce que cette conscience-là, elle est dupliquée ou est-ce qu'elle elle-même va poursuivre sa propre destinée et sa propre elle? Ou est-ce que si c'est une duplication, quelle va être la réponse des deux? Est-ce que c'est une personne physique qui va aussi avoir une sensation machinale? Quel va être le rôle du cerveau? Comment il va interpréter ces nouvelles sensations de machinal? Donc il y a toutes ces questions auxquelles on n'a pas forcément encore de réponse et qui restent d'ordre spéculatif et de science-fiction. Donc personnellement, je ne les prends pas au sérieux parce que c'est loin, c'est spéculatif. Donc voilà, ça c'est le concept de la singularité et des transhumanistes. L'université de la singularité
est une université qui a été fondée par un des transhumanistes et leaders transhumanistes dans le monde, qui s'appelle M. Ray Kurzweil, qui est un personnage extrêmement intéressant, mais avec qui je n'étais pas d'accord sur plein de points idéologiques, qui je pense sont devenus évidents, et qui est quelqu'un qui a rencontré un entrepreneur, Peter Diamandis, qui lui est un médecin, et ont décidé de créer ce centre de réflexion, la Singularity University, qui est basé dans un centre qui est qui fait rêver. C'est le centre de recherche de la NASA et qui met à disposition beaucoup de choses intéressantes. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai à dire sur la singularité. Oui, simplement pour ce qui concerne les technologies, le problème, c'est un problème aussi de droit, parce que finalement, on parle de bioéthique, de neuroéthique, etc. Quels sont les organismes au niveau international comme au niveau national de chaque pays qui sont vigilants pour qu'on n'ait pas justement une déviation de la technologie dans le sens de préserver l'humain et donc de lui donner sur... En matière, par exemple, d'intelligence artificielle, on construit des automobiles, par exemple, qui sont guidées toutes seules. Qui est responsable? Est-ce que le fabricant de la technologie ou le propriétaire, etc., etc. Est-ce qu'au niveau mondial, il existe déjà un forum au niveau juridique? Et puis, est-ce qu'au niveau aussi des chercheurs et des scientifiques, ils ont conscience qu'ils ont une responsabilité par rapport à l'humanité de faire en sorte qu'il y ait une déontologie de travail pour ne pas aller au-delà de choses qui puissent nuire à l'humanité? On le constate, par exemple, au niveau de la gestion du climat, où on dit un certain nombre de choses, on est capable de faire un certain nombre d'actes pour qu'il y ait de la pluie, etc., etc. On est en train de tuer aussi la volonté des chercheurs pour dire que, attention, il faut que le climat soit préservé, c'est-à-dire il ne faut pas détruire l'environnement. Donc, il y a une interaction entre... si vous voulez, un droit, et puis on va plus loin parce qu'on ne s'arrête pas, il y a un problème de sous, il y a un problème de dominance, etc., etc. Voilà. Est-ce qu'au niveau international, il existe une prise de conscience dans ce sens? Il y a une commission qui a été créée à l'ONU, je crois qu'il y a 3 ou 4 années en retour, pendant une assemblée générale de l'ONU, qui se charge des technologies émergentes et des menaces, des doubles usages des technologies émergentes. Je sais que les principales agences fédérales américaines ont une branche qui... et là, tout dépend de l'importance et de l'importance de l'agence. Il y a un bureau qui s'appelle, j'ai oublié, mais qui fait de la veille stratégique à la Maison-Blanche, qui s'occupe de ces questions-là. La principale agence de renseignement américaine, à triple lettre, a tout un bureau qui s'occupe de ça. C'est elle qui, justement, publie le rapport Worldwide Threat Assessment, qui est public et qui parle de manière extrêmement factuelle et de manière très analytique de la assessment, comment on dit assessment, l'évaluation du véritable risque et menace de cette technologie-là. Et en lisant le rapport, on voit clairement que CRISPR, par exemple, n'est pas un danger. Aux États-Unis, il y a aussi la FDA, l'équivalent du cachet CE et de l'équivalent de l'Agence française pour la régulation de la santé, si je ne me trompe pas, monsieur, voilà, européenne. Mais il y a aussi une agence française, j'ai oublié comment ça s'appelle, la Haute Autorité de la Santé, la HAS, qui aussi veille sur les questions liées aux dispositifs médicaux qui sont tellement nouveaux qui n'ont pas forcément de régulation et de réglementation. Et là, ça passe au cas par cas. Je ne sais pas si vous vous rappelez du cœur artificiel Carmat, dont les patients avaient décédé après des essais cliniques. On savait à l'avance. Les médias vous disent une chose, mais les cardiologues, les experts savaient que les patients... Déjà, les patients, quand ils sont entrés dans cet essai clinique, ils n'avaient plus d'autre alternative. Donc, ce n'est pas véritablement des essais sur êtres humains. C'est en fait donner une chance à un patient qu'on sait qu'il va décéder à 100%. Phase terminale d'une insuffisance cardiaque chronique. On sait.
Donc, c'est beaucoup plus la FDA, qui est l'Agence fédérale américaine pour la réglementation et l'habilitation dans tout ce qui est pharmaceutique, matériel médical, etc., aujourd'hui prend en charge le code informatique, voit le code. C'est-à-dire que si vous avez un algorithme d'intelligence artificielle qui établit un diagnostic, à partir du moment où il établit un diagnostic, ça doit être réglementé. Donc, il y a plein d'exemples comme ça auxquels je peux penser. Je sais qu'il y a eu des scientifiques qui se sont rassemblés en 2015 à Washington du monde entier pour demander un moratoire des essais génétiques. Il y a une commission qui a été mise en place, j'ai oublié comment elle s'appelait, qui n'est pas très connue et qui, elle, veille sur l'utilisation de la biologie synthétique, la mauvaise utilisation de la biologie synthétique. Donc, ils contrôlent toute la chaîne d'approvisionnement des laboratoires pour savoir exactement, c'est pratiquement de la biosécurité, c'est-à-dire ça part chez qui, pourquoi et pourquoi faire. En France, ça se fait. J'ai discuté longuement avec quelqu'un qui travaillait dans une cellule au ministère de l'Intérieur, qui n'est même pas connu. Et ça dépend des pays. Il y a certains pays qui veulent communiquer dessus, comme le cas des États-Unis, et il y a des pays qui ne communiquent pas dessus, mais qui ont ces choses-là qui sont en règle. Moi, j'ai une petite question, toute petite. Monsieur Zaki Hallel, est-ce que demain sera meilleur? Merci. Oui, c'est la transition qui est difficile. Quel est votre message pour la jeunesse? Soyez plus humains. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci beaucoup de votre présentation très claire et très lisible sur les enjeux. Merci de vos interventions et de votre présence. Ça a été bien suivi sur Facebook. Je vous donne tout de suite rendez-vous pour la prochaine Place des Sciences qui sera le 27 février prochain. Voilà, d'ici là, bien entendu, vous êtes toujours les bienvenus à l'Institut. Encore merci à l'École centrale pour ce beau partenariat et cette belle soirée. Et de ces surprises possibles comme ça à l'imprévu, de passer d'un exposé scientifique à un morceau de piano. Merci beaucoup pour ces compositions.